Eh bien, rebonjour à tous. La table ronde va commencer. Normalement, je suis sur le chat général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour nos intervenants. Raji est toujours en déplacement. Il attend d'arriver dans son espace de coworking pour nous rejoindre. On va commencer avec Christina et Romain. Euh, Christina, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Je pense que ce sera plus. Je t'ai un peu présenté tout à l'heure, mais un peu succinctement. Peut-être que les gens voudront avoir ta version à toi. D'accord, ok, très bien, merci. Alors, pour me présenter, je m'appelle Christina, comme Mathieu a déjà dit. Comme vous entendez, je suis américaine. Je suis à Grenoble depuis 2015. 2004, pas 2015. J'ai commencé mon entreprise en 2015. En fait, je suis formatrice et coach en anglais. Donc, j'ai longtemps travaillé pour les organismes de formation à me déplacer dans plusieurs entreprises par jour. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire avec son temps. Et j'ai commencé mon entreprise vraiment, je veux dire, grâce à Cowork, parce que c'est là où j'ai rencontré justement Géraldine, dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Euh, et puis, je me suis entourée avec des personnes en fait qui m'ont aidé à vraiment transférer toute mon activité en ligne, ce qui fait que maintenant, avec mon entreprise qui est Speak English with Christina, moi, je travaille avec une équipe d'une douzaine de personnes dans plusieurs pays. Donc, je vais parler de cette expérience, mais c'est surtout que ça m'a permis de vraiment d'avoir beaucoup plus de liberté et de travailler un peu plus comme j'ai envie, on va dire. Donc, je dirais qu'on va en parler en plus en détail plus tard. Absolument. Romain, tu veux te présenter succinctement avant qu'on commence? Ouais, bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Romain. Moi, ça fait 8 ans que je suis indépendant. J'ai fait ma première journée coworking à Cowork, effectivement, à l'époque au centre-ville. Et donc, moi, mon métier, c'est que je suis développeur web indépendant et formateur en technologie web aussi. Et du coup, en fait, pendant tout, j'ai travaillé à distance. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ça, de ce mode de vie et de travail un peu particulier. Voilà. Super, merci Romain. Peut-être Christina, on va revenir sur ton histoire. Le fait de travailler avec des équipes partout dans le monde, c'est un choix qui s'est imposé, c'est un choix que tu as fait toi. Qu'est-ce qui a motivé cette organisation? Je pense que c'était pas forcément un choix délibéré dans le sens où je me suis dit j'ai envie de travailler avec des personnes qui sont dans des endroits, dans différents endroits. C'était tout simplement en fait que, enfin, quand j'ai commencé justement en parlant avec des personnes qui étaient, on va dire, plus avancées que moi dans la création d'entreprises en ligne. Ils m'ont beaucoup parlé, en fait, de la possibilité, par exemple, de travailler avec des assistants virtuels dans d'autres pays ou quand j'ai commencé à chercher un monteur vidéo, j'ai trouvé quelqu'un qui était aux États-Unis. Donc, en fait, c'était pas vraiment on va dire une volonté du départ, mais c'est juste qu'au fur et à mesure, quand j'ai commencé à chercher des personnes, j'en trouvais qui n'étaient pas forcément à Grenoble. Et ça c'est, on va dire, la plupart du temps, ça s'est toujours très bien passé. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir, ouais, on va dire, d'élargir peut-être les candidats potentiels, en fait, pour un monteur vidéo, une assistante, d'autres formateurs en anglais, un développeur web, etc. Et ça marche très bien, donc j'ai continué à travailler comme ça. Ok. Je vais tenter un truc, je vais essayer de croiser avec Romain qui finalement, est-ce que tu as été de l'autre côté, c'est-à-dire le mec à qui on fait appel d'un peu partout dans le monde, Romain, Euh, comme ben, développeur? Moi, la différence, c'est que j'ai vraiment choisi à un moment de me mettre à distance et donc du coup de partir voyager. Donc du coup, ça a été un choix qui a fait qu'il y a eu une grosse rupture en fait du jour au lendemain. Ouais. Euh, En tout cas, j'étais déjà sur travailler quand même pas mal à distance, ce qui a aidé à me convaincre que c'était quelque chose qui pouvait marcher.
D'accord. Et tu l'as plutôt bien vécu, du coup, c'est un truc qui était finalement qui Je était l'ai assez plus. naturel finalement pour toi. Ouais, quand c'est arrivé, c'était assez naturel, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, souvent, ce que les gens se demandent, c'est quand vous êtes comme ça, je sais, genre Christina, tu as ton monteur qui est bah, déjà sur une time zone, tu as ton assistante qui est sur une autre, le mec qui fait le son qui est au milieu. Mhm. C'est quoi les outils comment tu fais pour gérer un truc comme ça? Il y a des entreprises très respectables en France qui ont déjà du mal à gérer leurs employés dans le même bureau. Ouais. Euh, comment, comment ce miracle est-il possible? Bah, en fait, alors ça a beaucoup évolué, on va dire, dans moi et dans ma pratique perso. Au début, c'était vraiment très bricolé dans le sens que, bah, avec mon assistante, on était sur Gmail, avec le monteur vidéo, on communiquait sur Upwork, puis avec un autre, c'était par WhatsApp, etc. Et puis, je crois que c'était l'année dernière, c'est assez récent en fait. J'ai pris la décision en fait de prendre un abonnement, si on peut dire, à Basecamp en fait, qui est un outil qui permet justement la communication et la gestion des équipes qui sont partout dans le monde. Et du coup, ça fait qu'on réunit, enfin, tout le monde crée son profil dans Basecamp. Tu peux créer des équipes pour, par exemple, des sous-projets. Tu peux créer des espaces pour tel ou tel projet. Comme ça, tu n'as pas tout le monde qui est toujours dans tout ce que tu fais. Par exemple, le formateur qui est basé aux États-Unis, il n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait entre moi et le monteur vidéo, par exemple. Ça va juste saturer sa boîte mail ou ses notifications. Donc, ça permet de vraiment de segmenter et en fait ouais, d'organiser ton équipe en sous-équipes pour mieux gérer les projets, les choses comme ça. Au niveau des fuseaux horaires, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que j'ai, on va dire, un formateur au Vietnam, des personnes plutôt en Europe et puis d'autres aux États-Unis. Donc, on couvre vraiment Mm. quasiment, enfin, presque tous les fuseaux horaires. Mais en fait, ce qu'on fait quand on veut organiser des réunions, des choses comme ça, c'est simplement un doodle. Essayer de trouver une heure qui convient à tout le monde. C'est pas peut-être pas forcément idéal pour tout le monde, donc on essaie d'éviter de faire trop de réunions, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais justement, la communication asynchrone avec les chats ou les message boards ou des choses comme Mm. ça fait que même si la personne ne voit pas le message tout de suite, si, enfin, si c'est pas urgent et c'est souvent pas urgent, il n'y a pas de souci en fait à juste laisser un message, la personne le voit pendant que toi tu dors, tu retrouves sa réponse quand tu te réveilles le lendemain. Ok. Et ça permet de gérer de manière quand même fluide tant on va dire qu'on en définit un peu comment on va communiquer ensemble et on fixe un peu les règles et comme ça tout le monde sait comment réagir, comment communiquer avec les autres. Donc de bons outils et une bonne organisation pour faire simple. Oui, c'est ça, ouais. Et je pense Et que puis c'est le bon vieux doodle, comme tout le monde un bon finalement. vieux doodle, ouais, voilà, enfin, nous on l'utilise Mhm. beaucoup avec Google Docs pour beaucoup de choses et ça marche très bien. Ça marche très bien. Ok, très cool. Euh, Romain, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un digital nomade? Parce que depuis tout à l'heure, j'emploie ce terme. Je n'ai pas voulu trop le définir parce que je trouve que tu es quand même le mieux placé pour ça. Mhm. Comment on pourrait définir ce travailleur nomade du numérique? Ouais, on peut commencer par ça, effectivement. Du coup, digital nomade, donc en français, on dirait un nomade du numérique. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas fixé à un endroit, donc qui a la possibilité d'être nomade et qui travaille principalement avec des outils du numérique. C'est un mode de vie et de travail, du coup, qui s'est pas mal démocratisé ces dernières années. Euh, et du coup, c'est quelque chose que j'ai fait, en fait, moi, pendant 2 ans, donc je peux vous en parler un petit peu. Déjà, dans la définition du digital nomade, je pense en fait, on a un petit peu le cliché de la personne, justement, tu m'avais dit ça hier, qui sirote des mojitos à Bali, même si les mojitos ne viennent pas de Bali, d'ailleurs. Euh, euh, donc, je pense que ça, c'est un petit peu le côté très Instagrammable, en fait, de ce mode de vie, de ce choix de fonctionnement. Une chose est sûre, c'est que bah, le digital nomade, il est le travailleur remote par excellence.
Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va être forcément sur un mode de travail à distance. Donc, il faut que toutes les personnes avec qui il travaille en fait soient adaptées à fonctionner en fait complètement à distance. Ouais, c'est un point important, ça. Et c'est un point super important. Ouais. Et comment dire en fait, au niveau des destinations, je disais tout à l'heure, le typique, c'est de s'imaginer en fait travailler sur la plage avec son ordinateur. En fait, il y a quand même la réalité qui fait que on n'a peut-être pas envie de passer toute sa vie à la plage ou en vacances, en fait. Peut-être qu'on a envie d'aller voir des amis, peut-être qu'on veut juste découvrir le Nord-Isère, par exemple, et on peut très bien être digital nomade, en fait, la Tour du Pin à Pont-de-Claix, si on veut. Ça marche aussi, ça s'appelle toujours digital nomade, techniquement. Il n'y a pas d'obligation, en fait. C'est une liberté de localisation. Mais c'est pas forcément, en tout cas, la personne qui va passer d'un pays à l'autre toutes les semaines, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le digital nomade? Il y a des problématiques, on pourra en parler peut-être un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Un digital nomade, c'est quelque chose, c'est un mode de fonctionnement qui peut avec le Covid. Parce que parce que c'est quand même en fait une situation dans laquelle on se repose énormément sur l'industrie du tourisme. En fait, le digital nomade, il va chercher des endroits dans lesquels il y a une connexion Wi-Fi et dans lesquels il peut être un petit peu au calme, en fait, à l'abri de la lumière pour pouvoir bosser sur son ordi. Et du coup, en fait, on se retrouve énormément en fait à aller dans des hostels ou des hôtels, ou des Airbnb, donc l'endroit où on habite, dans les espaces communs. On essaie de trouver des endroits où il n'y a pas trop de bruit. On va dans des restaurants, dans des cafés. Donc, j'ai bu plus de café pendant ces 2 années que tout le reste de ma vie pour avoir le droit de rester à des terrasses. Et aussi, du coup, il y a les autres lieux plutôt du domaine public ou business, qui sont pas trop du tourisme, par exemple des librairies. Les librairies, c'est génial, c'est super calme, c'est trop bien. Et bien sûr, de coworking, adapté pour travailler, mais aussi pour avoir plein d'autres choses que le calme et la cohésion. On a perdu ton image, mais je te laisse peut-être rafraîchir et je retourne avec Christina le temps que tu reviennes. Ouais, ok. Merci Romain. Christina, Oui. de quoi on n'a pas parlé? Euh, je reprends les quelques notes que nous avons fait ensemble quand même. Oui. Il m'a pris de court. Mais il y avait justement, là tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai pas parlé, enfin, quand on parlait en fait, est-ce que c'était un choix de travailler avec une équipe dans plusieurs pays? Et c'est vrai que c'était pas forcément un choix au début, mais quelque chose qu'on a découvert en fait au fur et à mesure de travailler avec en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à, par hasard, travailler avec des personnes dans d'autres pays, on a vu qu'il y avait un vrai avantage, en fait, de faire ça, parce qu'on pourrait justement jouer avec les fuseaux horaires. Donc, si c'est quelque chose qui peut peut-être être vu plus comme une contrainte pour une équipe, pour les clients, ça peut être vraiment un plus. Par exemple, dans mon entreprise, donc on fait des formations en anglais à distance, beaucoup sur Zoom, par exemple, avec des formateurs qui sont aux États-Unis, en France ou en Europe et plus au Vietnam. Ça fait que, par exemple, si j'ai un client en France qui me dit, moi, je travaille tard ou je suis plutôt disponible une fois que j'ai couché les enfants. Donc, est-ce qu'on peut faire des cours d'anglais à 21 heures? Enfin, moi, j'ai pas forcément envie d'animer des séances à 21 heures. Une formateur en France non plus. Du coup, on le met avec un formateur qui est aux États-Unis pour qui c'est 15 heures de l'après-midi, en fait. Donc, tu as transformé une contrainte finalement en avantage concurrentiel pour ton business. Oui, c'est ça, ouais. En fait, et puis on voit justement que quand on parle avec des clients potentiels et on met en avant justement ce fait que, avant de commencer, on va discuter de vos disponibilités pour vous matcher avec le formateur
qui vous convient le mieux. C'est vrai qu'ils sont plutôt contents de savoir qu'ils peuvent faire des cours à 6 heures du matin s'ils veulent ou bien à 21 heures le soir parce qu'on a des formateurs dans des fuseaux horaires pour qui c'est des horaires de travail normal en fait. Ok, c'est très malin. Et Romain, est-ce qu'on t'a récupéré du coup? Je suis Allez. tout à fait là. Tu es tout à fait là, parfait. Cette photo est en train. Ah, on récupère la vidéo, bah, je sais pas. On t'a un peu coupé la chic. J'aimerais bien qu'on reprenne là où on en était. Euh, et surtout, on a parlé en introduction et tout ça de l'ancrage à la fois distant et local, mais on peut avoir un ancrage local quand là où on est, dans les lieux où on visite. On peut, mais du coup, en fait, sans doute, c'est un peu la difficulté principale, quoi. On a parlé en introduction de ça, de l'ancrage à la fois distant et local, mais on peut avoir un ancrage local. Oui, t'es là, Romain? Ouais, je suis là. Ouais, on avait un petit peu d'écho. Je crois que c'est Raji qui doit avoir une session d'allumer avec lui. Donc, comme il y a un petit décalage, on avait de l'écho. Mais je t'en prie, vas-y, continue. Donc oui, s'ancrer dans un réseau en étant à distance, c'est un peu la problématique principale. C'est difficile parce que à distance, forcément, c'est beaucoup plus compliqué en fait d'avoir le sentiment de cohésion, d'appartenance à un groupe. Je dirais du coup en fait, avant de se poser cette question-là de comment on peut s'ancrer dans un réseau, en fait, il faut déjà à travailler. Et c'est la première problématique, c'est du coup de se mettre au travail, quoi. Il y a un côté un petit peu motivation en fait, parce que il peut y avoir pas mal de tentations autour en fait, et on peut avoir envie d'être un peu tout le temps. Il y a aussi le fait que des fois il se passe des choses qu'on prévoit forcément en fait. On est dans des espaces publics, il y a des gens autour de nous qui peuvent faire des trucs qui font que les conditions de travail elles sont pas bonnes. J'ai eu une fois un douane dans le jardin d'un hostel en Bulgarie et le gérant de l'hostel en fait a eu la bonne idée de tout d'un coup arroser toutes les plantes. J'ai de l'eau. On pense qu'on est en bonne condition. Après, du coup, pour la question de l'ancrage dans des réseaux, en fait, donc, moi, je suis parti travailler à distance. J'avais déjà des clients existants, donc j'avais déjà ces réseaux que j'ai quittés en partant, mais que je ne voulais pas quitter, donc je voulais garder le contact en fait. Ouais, puis je voulais travailler avec eux. Et donc pour le coup, en fait, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà des personnes qui ont l'habitude de travailler à distance. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, c'est des entreprises qui s'adaptent au travail à distance et qui de plus en plus commencent à avoir une culture complète adaptée au travail à distance. Et je pense que c'est important pour les employeurs, peut-être qu'ils se posent la question de comment est-ce qu'on peut faire pour franchir le pas de réussir à intégrer des personnes à distance, de se rendre compte que c'est pas la responsabilité juste de la personne qui travaille à distance de faire que ça fonctionne. Tout le monde doit en fait participer à ça pour que ça ait des chances de marcher. Ça veut dire que du coup, à chaque fois qu'il y a une réunion, en fait, il faut que la réunion elle puisse intégrer des personnes qui sont à distance en visio. Il y a un ensemble d'outils dont Christina parlait un petit peu tout à l'heure. Mais ces outils, ils sont chouettes, mais ils servent juste en fait à traduire la volonté de travailler avec des personnes qui sont pas tout le temps sur place. Ça veut dire aussi parler tout le temps en anglais, écrire beaucoup plus. Donc, à partir du moment où en fait le réseau, l'entreprise avec laquelle on travaille a bien pris ses habitudes de travail à distance, en fait c'est facile, fluide. On réussit à garder le lien parce que la du quotidien, elle se fait bien en fait. Mais si jamais il y a beaucoup de communication off à laquelle on accède du coup en étant à distance, on va sentir qu'il y a un petit on oublie des choses importantes. Tu parlais tout à l'heure, Christina, de Basecamp, donc je rejoins totalement Basecamp très très bien. Après, du coup, des groupes de discussion, des Slack, Discord, etc., des réunions. Dans les organisations aussi du travail à distance, dans les habitudes du quotidien, il y a le fait de faire des stand-up le matin. Moi, c'est un truc que c'est un
mais du coup, on a l'habitude de faire donc Tu des veux, petites tu veux réunions. expliquer, Romain? Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? Un stand-up, c'est juste une réunion du matin, très rapide, où du coup, on fait un point sur ce qu'on va faire et ce qu'on a fait la veille. D'accord. Mais il y a aussi, par exemple, des remote coffee. Le fait de prendre en fait un moment dans son agenda pour juste passer un moment informel et parler avec quelqu'un de tout et de rien. Et chacun boit son café, mais c'est déjà bien. Ça permet de partager le moment pause café, quoi. C'est Donc ouais, voilà. Donc ça, c'est pas mal de petites choses qui permettent des équipes existantes. Et du coup, après, il y a l'autre partie plutôt développement de business ou alors création complètement nouvelle d'activités. Pour le coup, de la création de réseau, la mise en place d'un nouveau réseau. Et ça, c'est difficile. Donc moi, en tant que freelance, je suis sur des plateformes de freelance que je pense que la plupart des freelances connaissent. Donc des Malte, Comet, voilà, il y en a plein. Ça fonctionne bien. C'est déjà assez naturellement en fait des services qui s'adressent à des personnes qui vont travailler à distance. Donc en fait, c'est pas rare même quand on est en fait encore ou même aujourd'hui en fait à Grenoble de recevoir des demandes depuis n'importe quelle ville. Donc il y a ces plateformes qui existent et puis il y a aussi plus d'entreprises en fait qui s'ouvrent aux missions remote. Moi à l'époque quand je l'ai fait c'était 2014-2015, il y avait quand même pas grand chose donc j'étais bien content d'avoir mes anciens clients en fait avec qui ça se passait bien. Après donc du coup j'ai fait un truc pendant que j'étais en voyage, j'étais en Bolivie. Ouais. Je me suis arrêté en fait pendant 3 semaines et j'ai réussi à créer un produit du coup avec 2 autres développeurs. Mais du coup, on a mis en place tous ces outils dont on parlait, cette culture de travail à distance organisée. Et on a quand même réussi à sortir un produit et donc du coup à monter un business en fait ensemble. D'accord, donc c'est dans ce contexte-là que tu as créé ton outil. Ouais, et du coup, en fait, voilà, donc ce que j'ai créé, du coup, c'est un outil qui s'appelle Invite Robot, qui peut être une solution d'ailleurs, en fait, pour s'ancrer dans un réseau. Parce qu'en fait, c'est un outil qu'on appelle un paywall, donc ça permet de rendre payant l'accès à une team Slack. Du coup, ça donne un outil de monétisation pour les personnes qui veulent lancer une communauté. Par exemple, un espace de cowork potentiellement, ou en général, les personnes qu'on a, c'est plutôt des profils orientés autour d'un centre d'intérêt, en fait. Donc, en fait, c'est un petit peu né de ça. En fait, c'était une envie de réussir à créer de l'ancrage pendant qu'on était à distance, tous les trois, qui s'est traduit par la création d'un outil qui permet, à priori, de créer des communautés à distance. Donc, les deux aller ensemble. En fait. Super. Voilà, puis sinon, en fait, la meilleure façon d'essayer de créer un ancrage en fait local, un nouvel ancrage, c'est en fait de parler aux gens, quoi. Parce que du coup, quand on voyage, on rencontre plein de gens nouveaux. Donc, je pense que c'est important aussi en fait d'essayer de pas juste travailler tout le temps, mais aussi de sortir la tête un peu de son écran, de profiter des nouveaux endroits qu'on connaît pas, parce qu'en fait, des réseaux, du coup, via des coworking, il y en a absolument partout. Donc, ça se fait en vrai, en fait. D'ailleurs, comment tu as géré le retour à Grenoble, vu que tu es à Grenoble? Enfin, vu ta connexion, tu es peut-être à la Tour du Pin aujourd'hui, mais comment tu as géré ton retour en France? Je suis dans un bâtiment d'actis surtout. Ah, Comment est-ce que j'ai géré mon retour en France? ouais, enfin, comment ça s'est passé ton retour en France et comment tu vois, parce qu'il y a un moment, tu es en voyage tout le temps, tu es en mouvement tout le temps, tu rencontres des nouveaux gens tout le temps, et d'un coup, tu renormalises finalement quelque part ta vie. Et c'était quoi? C'était un soulagement? Comment tu as géré? Est-ce que est-ce que ça a été dur, toi? Je dirais pas que c'était facile. Après, j'en ai pas trop souffert. Mais du coup, ça a duré un temps. En fait, on n'a pas parlé spécialement des points négatifs, mais en gros, c'est toujours rigolo quand on est à distance comme ça et quand on travaille. Du coup, on rencontre énormément de gens, donc on a plein de retours en fait sur ce qu'on fait. Ouais. Les retours, c'est à peu près moitié-moitié en fait. La moitié des gens disent
c'est absolument incroyable d'être tout le temps en vacances, de voyager, de pas avoir de patron. C'est génial, quoi. C'est la vie de rêve. Et une autre moitié des gens qui disent que, en fait, ils souhaiteraient ça pour rien au monde parce que ça a l'air horrible, parce qu'en fait, on n'a pas de maison, parce que c'est plein d'insécurité. Et ça se comprend, en fait. Ça fait du bien aussi, en fait, d'avoir ce genre de retour. Du coup, il y a un petit peu de vrai, en fait. C'est que du coup, porteur d'avoir autant de nouveautés tout le temps, d'avoir autant de liberté. C'est effectivement du voyage en travaillant. En même temps, c'est un petit peu lourd au quotidien parce qu'il y a pas mal de choses à gérer côté pratique. Il y a aussi le côté vraiment communauté en fait qui m'a manqué, qui a été la raison en fait principale pour laquelle moi je suis rentré, parce qu'en fait, on parlait de la définition de digital nomade tout à l'heure. En fait, le digital nomade, il n'est pas obligatoirement complètement connecté de l'endroit où il est. Ouais. Travailler puis de travailler dans son hôtel ou de faire des sites web du coup pour les gens de la ville dans laquelle il est en fait, qu'il rencontre. Et moi, j'ai pas réussi à faire ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'en fait, ça a été une des raisons pour lesquelles je suis rentré, parce que ça avait un petit peu moins de sens du fait que j'arrivais pas assez à connecter avec des communautés locales. Je suis rentré pour retrouver ma préférée qui est Grenoble. Cool. Et tu nous dis, est-ce que un peu le projet collectif que tu as monté en arrivant à Grenoble, qui du coup Ouais, est bien sûr. idéal pour notre, pour notre conférence d'aujourd'hui? Ouais. Et ben du coup, en fait, quand je suis donc dans la foulée, c'est vraiment une interview où je raconte ma vie, en fait, c'est trop bien. Ouais, cool. Dans la foulée, donc je suis rentré à Grenoble et j'avais envie de connecter un petit peu avec du local et donc du coup de m'impliquer en fait pour monter quelque chose. J'ai rejoint un collectif qui était existant, qui a du coup déménagé et qui a vraiment pris forme. Donc ce collectif s'appelle le Médiastère. Donc c'est un espace de coworking autogéré en fait, une sorte de colloque de travail, quoi, on peut dire, dans laquelle du coup il y a plein de gens qui font des choses différentes. Et ça a été super chouette parce que du coup ça a vraiment permis de recréer en fait ce réseau-là. Et du coup en fait j'ai retrouvé plein de gens qui avaient les mêmes problématiques qu'on retrouve dans tous les espaces de coworking. Voilà, donc on a créé ça et on est juste en face d'ailleurs du couvent des Minimes. Vous parlerez sûrement un petit peu tout à l'heure. Non, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est cool. Non? Ouais. Cool, merci. Est-ce qu'on a récupéré Raj? Je m'adresse à Marie qui nous fait la technique. Elle me dit que normalement oui, nous n'avons pas accès à Raji, pardon. Bien. Alors, c'était un peu la continuité de cette interview. Je vais évidemment pas parler pour lui, mais je peux vous raconter pourquoi Raji était invité à cette table ronde aujourd'hui. Euh, donc Raji est à La Réunion. Il vit et travaille à La Réunion. Lille, hein, pas le Zoom. Et il a créé plusieurs espaces de... Désolé, on n'est pas toujours bon, ça va. Il a créé plusieurs espaces de coworking qui s'appellent les Carrés, Carré Saint-Leu et Carré Saint-Denis principalement. Et donc c'est quelqu'un qui est à la fois, donc il est réunionnais hein, de naissance, et il est venu faire ses études à Grenoble. Il a créé du réseau à Grenoble, notamment Jonathan d'une petite mousse, je pense que tout le monde doit plus ou moins connaître d'ici, ou en tout cas qui a au moins bu une pinte chez lui un jour. Et de proche en proche, quand il a voulu ouvrir ces espaces, il est venu me voir, on en a discuté, on a créé des trucs, on a gardé un lien. C'est d'ailleurs grâce à ça que, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un bronzage impeccable. Voilà. Vas-y, punaise, t'es en train de me sauver, j'étais parti à dire n'importe quoi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Alors, donc, je m'appelle Raji Arai. Je suis avec vous depuis l'île de la Réunion. Là, on franchit les 10 000 kilomètres qui nous séparent grâce à la technologie et surtout grâce au fun de Mathieu,
à la bonne volonté de tous et bien sûr Marie qui organise au niveau technique, là, je crois. Merci à vous de m'accueillir aux Indés Grenoble. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que je suis un ancien grenoblois. J'ai déjà un peu vendu la mèche. Effectivement, j'ai fait mes études pendant 6 ans sur Grenoble, entre 2000 et 2006. J'entendais, en me reconnectant, là, qu'on parlait de Jonathan Bonzi, donc ça me permet de faire le lien avec Orc, avec Mathieu. Jonathan, il se trouve que c'est mon cotrinôme de première année de classe prépa au lycée Champollion à Grenoble. Et donc, c'est de là que les liens se sont tissés, que j'ai découvert le coworking à travers ces liens amicaux. En 2012, à un premier apéro pitch, Les mythiques un apéros. premier espace de coworking. Et parle-nous un peu de ce que tu fais, toi, du coup, alors à La Réunion. Alors, en fait, en 2012, j'ai découvert ça, le coworking, je ne connaissais pas du tout. Et au départ, moi, je viens plutôt d'une filière technique dans l'administration de l'État. Mais j'ai vu ça et je me suis dit, mais forcément, à La Réunion, il y a un public pour ça. Il y a aussi, c'est un territoire qui crée énormément d'entreprises. On dit qu'il y a 7000 créations d'entreprises par an à La Réunion. Et c'est aussi un territoire qui enferme beaucoup. Donc, depuis 2012, à la découverte de ce que vous faisiez, vous, à Grenoble, j'ai eu l'envie d'en faire ici à La Réunion. Et puis, cette graine a mis du temps à germer, mais elle a germé. Et en 2016, j'ai ouvert un premier espace de travail collaboratif à La Réunion, dans l'ouest de La Réunion, qui s'appelle Le Carré. Et l'aventure a commencé comme ça. Voilà, le coworking à La Réunion. On était le premier à l'époque, on était les pionniers. Alors, en 2016, ça a l'air d'être tout jeune pour vous. Mais à La Réunion, à l'époque, on faisait encore figure des pionniers, puisqu'on était les premiers sur le territoire ouest de l'île. Et puis aujourd'hui, donc 4 ans après, je crois que ça a pas mal fleuri. Il y a beaucoup d'espaces indépendants aussi qui se sont créés, de différentes formes, tout autour de l'île et principalement entre le nord et le sud. Et du coup, on parlait de fréquentation d'espaces de coworking. Est-ce que tu as beaucoup de digital nomades ou est-ce que tu as plutôt des gens sédentaires? Je disais en introduction que nous, on a été surpris il y a quelques années de voir que vraiment on aidait à la sédentarisation. Je ne sais pas si c'est la même chez toi. Alors ouais, on a eu aussi cette croyance initiale en se disant qu'on allait avoir affaire à beaucoup de monde de la tech, que les métiers qui allaient venir chez nous allaient forcément être des digital nomades et puis ils allaient passer, disparaître, peut-être revenir. Et puis finalement, c'est ce que tu disais en introduction. C'est la même chose se produit ici aussi. Bien sûr, il y a du passage, bien sûr, mais l'ancrage local est possible pour les indépendants dans les espaces de coworking et c'est aussi ce qu'on a constaté, nous, depuis 4 ans dans l'Ouest, ce qui permet de faire naître des embryons au début, des embryons de communautés, et puis d'essayer de faire en sorte que ces communautés interagissent entre elles et puis qu'elles se développent. C'est tout l'enjeu de l'animateur de l'espace et puis de l'équipe qui l'accompagne. Je vois dans le chat qu'on t'appelle président, c'est vrai ou pas? Ah bon? Alors, Ok. Il y a un de tes camarades de classe, de jeu, pardon. Il y a une particularité dans tes espaces, alors qui va rejoindre un peu effectivement ce qu'on va faire plus tard, mais tu peux nous dire un peu, comment on peut dire ça? Il y a une espèce de fil conducteur qui est important pour toi et dont tu me parlais la semaine dernière. Je veux bien que tu nous en parles rapidement parce que c'est intéressant. alors nous, l'une des particularités qu'on a voulu vraiment ancrer dans notre ADN, dès la définition même du projet, c'est d'être un acteur du territoire, un acteur engagé sur le territoire et de penser dans nos actions à l'impact que l'on pouvait avoir sur notre environnement de proximité. Et donc, on a choisi notre implantation, la première implantation, puis on a un deuxième espace aujourd'hui, mais on a fait le même choix
de s'implanter en QPV, en quartier prioritaire pour la politique de la ville, et de travailler, je pense que c'est ça que tu peux m'amener à dire, hein, Mathieu, hein. Tu m'arrêtes si c'est pas ça. Voilà, nous, on tenait à avoir cet engagement-là, à vouloir participer au tissu local, à faire le lien avec les associations dans les quartiers. À La Réunion, je donne juste 2 chiffres, mais 70% de la population qui est éligible au logement social, 30% de taux de chômage. Voilà, c'est juste pour poser un peu les choses, et c'est des moyennes. Donc, quand on est en QPV, c'est plus que ça. Et pour nous, faire communauté, avoir un impact, c'est faire du lien, c'est créer des liens, donner des opportunités à des entrepreneurs, à des entrepreneurs tout court, des gens qui essayent en tout cas de créer leur job, de créer leur entreprise, de donner l'opportunité à des habitants qui sont parfois peut-être un petit peu en difficulté, de se rencontrer, de prendre des exemples, de donner des exemples de réussite et de pouvoir essayer de favoriser, d'encourager en tout cas, à travers des actions co-construites avec les associations dans les quartiers, d'encourager des initiatives locales, très locales, et en particulier dans ces quartiers. Ok. Il nous reste 5 minutes, je crois, si je ne veux pas me faire gronder en dépassant l'horaire. Peut-être un petit dernier tour de table virtuelle. On finira par toi, Raji, comme ça, si tu veux, s'il y a des choses que je t'ai empêché de dire, tu pourras nous les dire sur la fin. Christina, si tu devais conclure ce tour de table sur réseau local, réseau distant, travailler à distance, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Je dirais que je pense que c'est Romain qui en a parlé un peu, de même si on travaille beaucoup à distance avec des personnes qui, on va dire, qu'on voit principalement derrière un écran, qu'il faut ne pas rester tout le temps derrière son écran, mais aussi d'aller chercher des réseaux en local pour voir les gens en vrai, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais en principe pour aller voir les gens en vrai, mais aussi pour pouvoir tisser des liens avec les personnes qui physiquement qui sont autour de nous. Je dirais qu'avoir un réseau digital, ça n'empêche pas de cultiver aussi son réseau local. Merci Christina. De rien. Romain? Moi, je trouvais intéressant que en fait vous retrouviez tous les deux sur le constat qu'en fait il y a principalement un noyau dur de personnes qui sont des locaux qui fréquentent les espaces de coworking. En fait, en tant que digital nomade, moi j'ai beaucoup consommé du coup le service du coworking, et je me suis rendu compte que effectivement en fait j'étais un des rares qui faisait pas partie de l'équipe en fait du noyau, quoi. Et que tous ces espaces de coworking, heureusement qu'ils sont ouverts pour les personnes qui voyagent, parce que du coup, en fait, on a ce genre de service. Mais en fait, représente une communauté locale qui est ouverte sur l'extérieur, donc dans laquelle on peut s'intégrer si on veut le temps de notre séjour, mais qui est très très locale, quoi. Et donc du coup, ouais, c'est super intéressant en fait d'avoir ces espaces. C'est essentiel en fait. Cool, merci beaucoup. Raji, le mot de la fin peut-être? Ouais, peut-être juste 3 petits mots. Premier, pour faire le lien avec ce que vient de dire Romain précisément. Nous, on l'a souvent expérimenté lorsqu'on a des nouveaux arrivants à La Réunion. Venir en espace de coworking, c'est en très peu de temps, en 1 heure, faire tout de suite des liens et rencontrer des gens locaux d'ici, et très vite comprendre l'environnement dans lequel on est. Donc ça, c'est un premier élément, c'est précieux, je pense, pour pouvoir s'intégrer dans un nouvel environnement lorsqu'on est voyageur et nomade. Deuxième élément, c'était la notion de réseau. Je crois que tu l'as dit en introduction, et ça a certainement été développé par la suite. L'espace de coworking, c'est ce que l'on essaye de faire, je pense, aussi bien, on essaye de le faire, nous, en s'inspirant de ce que vous faites, vous, sur Grenoble aussi, c'est d'être nous-mêmes des réseaux et de faire bénéficier de nos propres réseaux à l'ensemble des membres individuels de l'espace, et de créer des opportunités comme ça. Et le troisième élément, c'est le sens.
Pourquoi venir en espace de coworking? Bien sûr, c'est pas cher, hein. À 9 euros, on peut venir prendre un ticket. Oui, on va rencontrer des gens sympas, on peut passer des moments fun aussi. Et puis, bien sûr, c'est un cadre dans lequel on exerce son activité. Mais donner du sens. Venir en espace de coworking, c'est aussi peut-être être parfois appelé à participer à des projets collectifs auxquels on n'avait pas pensé et essayer d'avoir un impact au niveau local, ce que je disais tout à l'heure, notamment en essayant d'avoir une vision d'engagement citoyen. C'est aussi ce genre d'opportunités-là qu'on va retrouver dans les espaces de coworking. Chacun a sa culture, chacun a son histoire, mais je pense que tous, on se retrouve là-dessus et c'est certainement ce qui fait que lorsque deux créateurs d'espaces de coworking se rencontrent, même s'il y en a un qui est chauve et l'autre qui a des cheveux, Oh, le coup bas. on a quand même ce lien commun qui fait que tout de suite, tout de suite, on se connecte. Et effectivement, voilà, on échange des expériences, on échange des points de vue, des visions, et assez vite, je pense. En tout cas, avec Mathieu, voilà, on a eu la chance de se revoir physiquement dans un environnement propice à la réunion. Et donc, d'imaginer voilà, des partenariats possibles, des passerelles possibles, des jumelages, des échanges, des coopérations. Et c'est un vrai plaisir pour moi, même si la technique a été un petit peu difficile cet après-midi, d'avoir pu participer à cet échange avec vous. Et certainement, je souhaite que ce soit le premier d'une longue série et que ça nous donne l'occasion de travailler ensemble pour le bénéfice de nos communautés, le bénéfice de nos territoires aussi et de nos projets d'espace et de tiers-lieux. Merci beaucoup, Raji. Christina, merci d'avoir été là. J'espère qu'on se revoit en vrai bientôt. Tu sais que c'est la maison. Romain, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Longue vie au Médiastère. Et puis, vivement qu'on soit voisins. C'est ça. Je vais laisser la parole et la scène surtout à Thomas Burbidge qui va intervenir juste derrière sur le thème accéder au cerveau collectif pour développer son activité. Moi, je vais aller me reposer de cette intense conversation. Merci à vous tous d'avoir été là et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.